Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Manoukian. Salut Patrick, comment c'était ta journée ? Aujourd'hui, c'était une belle journée de travail dans la transformation en cours en entreprise, parce que je travaille de la transformation agile. Je suis responsable d'une transformation agile d'entreprise dans un grand groupe du CAC 40 actuellement. Donc, on a démarré ceci il y a quelques mois. Et donc, en ce moment, c'est très actif, c'est la rentrée et on doit lancer la suite des chantiers. Donc, bien actif, bien occupé, mais très intéressant, passionnant. Ah, super. C'est intéressant que tu dis ça parce que donc aujourd'hui, comme tu disais, tu es responsable de transformation, c'est ça ? Oui. Et du coup, moi, quand on s'était rencontrés au départ, tu me disais que tu avais un passé de développeur. Exact. Et du coup, maintenant que tu me dis développeur, responsable de transformation, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et du coup, j'avais cette curiosité de savoir qu'est-ce qui a amené de l'un à l'autre. Et voilà, est-ce que tu peux un peu nous raconter tout ça ? Sans forcément faire une description de parcours très classique, je peux te donner le point qui m'a suivi, qui fait que j'en ai été là. Mon point, ça a toujours été, je sais que les développeurs apportent énormément en termes de valeur dans une entreprise, c'est même ce qui est différenciant pour une entreprise. Mais dans une entreprise, plus elle est grande, plus ils vont se heurter à des murs, à des plafonds de, je dirais, en partie des processus de l'entreprise, mais aussi en partie de tradition. Et moi, ce qui m'a toujours suivi, le fil que j'ai suivi, ça a été quelle est l'étape d'après que je peux faire pour ouvrir la voie aux développeurs pour qu'ils puissent juste faire leur travail. Donc ça m'a amené vers, avant de connaître l'agilité, à la gestion de projet, non pas parce que c'était la voie normale, mais parce que c'était ça qui m'attirait. Et ensuite, par l'agilité, ça a été tout ce que les principes agiles et lean aussi apportent pour enlever les goulets d'étranglement, les problèmes. Et je me suis vite rendu compte que pour aller plus loin, cela venait par aller du côté des processus, voire du côté de la politique en entreprise. La politique, ça c'est un grand sujet. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que en tant que développeur, tu t'es pas vu, ou en tout cas peut-être que ça a évolué dans le temps, mais c'est vrai que moi quand je rencontre des équipes, des fois j'ai l'impression que les développeurs, ils ont l'impression que leur métier c'est du code et de développer quoi. Du coup, et souvent dans l'entreprise, ils sont vus comme un centre de coûts. Oui. Ce que je trouve intéressant dans ta vision, c'est qu'au contraire, tu vois les développeurs comme étant un apport de valeur comme à l'entreprise. Oui. Est-ce que ça, déjà, tu t'es heurté un peu à cette différence de paradigme ? Oui, et parfois cela vient de l'attitude des développeurs et parfois cela vient de l'attitude de l'entreprise. Ça va dépendre des contextes. Mais je ferai la différence entre une personne qui a une posture de écrire du code et une personne qui a une posture d'ingénieur. Et quand on dit développeur, souvent c'est l'ensemble de tout ça. Et donc, pour moi, l'objectif, c'était comment est-ce que j'ouvre la voie à ceux qui ont une posture d'ingénierie, c'est-à-dire qui ont la capacité de pouvoir prendre un problème, y réfléchir dessus, proposer des solutions et donc comprendre le métier qu'il y a derrière et non pas juste traduire un besoin en code. Ce qui est important, c'est bien, mais ça ne fait pas un ingénieur. Et donc, cette prise de conscience, ce n'est pas vraiment une prise de conscience puisque au fil des années, même dès le début, j'ai vu des postures de l'un ou de l'autre, ou parfois, de l'autre côté, depuis l'entreprise, évaluer les développeurs comme étant soit des coûts qui créent du code, soit certains managers avaient cette vision que c'est le développeur qui a la clé de la solution. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est vraiment d'axer sur le terme posture. Oui. Parce que finalement, quand on parle de posture, tu vois, aujourd'hui, surtout dans mon métier, tu parles de posture haute, de posture basse, on parle de conseils, de questions, mais tout ça, finalement, c'est assez lié à un peu de développement personnel, ce genre de choses-là. Et effectivement, quand on voit les développeurs, et peut-être toi dans ton métier, c'est plutôt technique, les sujets d'intérêt. Donc, ça veut dire que toi, tu as quand même été intéressé de manière assez rapide. Alors, je sais pas si ça a été rapide d'ailleurs, mais un petit peu à ces sujets des personnes, de l'humain, donc du développement personnel. Est-ce que c'est un sujet qui t'a touché à un moment donné ? À un moment donné, oui, mais pendant une bonne dizaine d'années, non. Parce que dès le début, pour moi, c'était comprendre comment fonctionnent les machines, comment fonctionne le code, comment comprendre le besoin en termes d'ingénierie de ceux qui ont des besoins, en général les métiers, et comment les traduire en solutions. Mais tout ceci dans le prisme de tech for tech, si je peux le dire ainsi. Mmh.
Et c'est lorsque j'ai été confronté à des approches agiles que j'ai fait une rencontre un développeur qui était donc dans mon équipe. Je découvrais à peine le métier de Scrum Master, vraiment sur le tas, sans aucune formation. Et il m'a fait l'une des meilleures recommandations que peut-être j'ai jamais eues. Et il m'a dit, Patrick, si tu veux comprendre ce qu'est l'agilité, ne lis pas Scrum, Safe. Oh, à l'époque, Safe n'existait pas, mais voilà. Ne lis pas des livres sur l'agilité, ne lis pas des livres sur des méthodologies. Va lire quelque chose qui s'appelle Spirale dynamique et ça va t'expliquer quels sont les leviers sous-jacents sociologiques qui sont derrière toutes ces questions que tu te poses. C'était en quelle année ça ? C'était en 2011 ou 2012. Oui, donc le sujet de la spirale dynamique, et c'était déjà quelque chose que toi tu avais vu déjà il y a un certain temps alors. C'est ça. Il avait l'air de savoir de quoi il parlait, donc j'ai dit, bah écoute, ok. Déjà, est-ce que tu peux m'entraîner à mieux connaître les approches agiles parce que toi tu as l'air de savoir ? Alors que c'était moi le Scrum Master, lui le développeur. Ouais, donc déjà, cette posture-là, je n'avais pas conscience à l'époque qu'elle n'était pas finalement très commune, en vérité. Et il m'a un peu formé sur un spirale dynamique, et puis à un moment donné, je me suis dit, il y a vraiment de la valeur là derrière. Il y a vraiment là-dedans les leviers du changement qu'on peut apporter pour changer de dimension dans les rapports en entreprise. Et donc j'ai décidé de me former. Et en me formant, il se trouve que l'Institut français de la spirale dynamique faisait aussi du développement personnel. Et je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai regardé par curiosité. Ça avait l'air sympa. Je me suis dit, allez, je vais essayer, je vais lire leurs livres. Et effectivement, donc pour répondre à ta question, c'est à ce moment-là où oui, je suis rentré dans le milieu du développement personnel. Donc c'est quand tu as découvert l'agilité que en fait la rencontre que tu as fait finalement a déclenché ce petit intérêt pour les personnes. Mais ça veut dire que si tu n'avais pas rencontré ce développeur qui lui-même avait déjà une appétence pour le développement personnel, ça se trouve tu serais pas allé dans cette direction-là. C'est possible, ouais. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais il est fort possible que j'aurais fait une carrière complètement différente. C'est intéressant de voir quand même comment les rencontres ont un impact énorme sur nos vies. Oui. Mais du coup, depuis tout à l'heure, on évoque le sujet de la spirale dynamique. Est-ce que tu pourrais simplement en expliquer un petit peu pour les personnes qui connaîtraient pas ? Ouais. Pour être très simple et rapide, c'est un ensemble de recherches à la base, de recherches universitaires qui ensuite ont été agrégées et mis en forme sous une méthodologie qui mettent en évidence les systèmes de valeurs dans lesquels les êtres humains évoluent entre eux. Système de valeurs, ça reste encore une expression un peu abstraite, mais pour donner un exemple, je dirais la chose suivante. Si toi, Olivier, tu étais né il y a 10 000 ans en Amazonie, tu peux imaginer qu'intuitivement, il y a une part de toi qui serait un peu similaire, une forme de caractère peut-être difficilement évaluable. Ceci, c'est exactement ce que n'est pas la spirale dynamique. Ok. La spirale dynamique va plutôt décrire à quel point une différence d'environnement va tellement nous influencer que cela va créer une perception du monde cohérente dans lesquelles on va fonder toutes nos croyances et nos valeurs. C'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes de valeurs. Donc si j'étais né il y a 10 000 ans en Amazonie, j'aurais peut-être une forme de personnalité un peu similaire, mais la façon dont j'aurais exprimé les valeurs et intégré des valeurs serait probablement dans un monde plutôt tribal, plutôt à croyance à de la magie, peut-être dans des chasseurs-cueilleurs, et peut-être que la façon dont moi j'aurais mis en place l'observation du monde serait été plus sur une approche tribale, dans la nature, peut-être chamanique, j'en sais rien, et non pas basée sur de la science et de la technologie. Et donc la spirale dynamique, ça va décrire ces grands systèmes de valeurs qui existent dans le monde, et il se trouve que aujourd'hui l'entreprise a besoin d'un changement de système de valeurs fondamental pour pouvoir s'adapter au monde. Et celles qui ne vont pas arriver à le faire risquent de ne pas survivre à la suite du 21e siècle. Du coup, effectivement, ne serait-ce que dans la manière dont tu le décris, c'est vraiment un sujet qui est passionnant et qui est en fait un peu complexe quand même. Ouais. On pourrait dire que c'est même une théorie de la complexité, entre autres. Ouais. C'est quand même marrant que, tu vois, on parle d'agilité, beaucoup de gens ils disent, tiens, agilité, c'est Scrum, c'est des frameworks, c'est tout ce qu'on veut. Et la première chose ce sur quoi on t'oriente, c'est quand même la spirale dynamique. C'est pas le truc le plus évident quand même en termes de lien. C'est pas le conseil le plus banal qui soit. Hein. Oui, effectivement, ça, effectivement. Et du coup, tu as réussi à faire le lien entre les deux ? Est-ce que tu as réussi à comprendre ce pourquoi cette personne-là t'avait dit, si tu veux comprendre un peu mieux l'agilité, essaie de mieux comprendre la spirale dynamique ? Alors le lien, il est évident, parce que la spirale dynamique, donc comme j'ai dit, c'est une forme de vulgarisation de certaines recherches, donc qui sont un peu simplifiées, mais déjà il y a beaucoup de matière, et elle décrit diverses strates.
Et l'une des strates, je vais pas dire que c'est un copier-coller du manifeste agile, mais si on met les deux côte à côte, on se dit c'est pas possible, l'un devait connaître l'autre. Or qu'en fait non, les êtres humains ont naturellement émergé avec des systèmes de valeurs, et il se trouve que le manifeste agile a naturellement produit l'un des systèmes décrits en spirale dynamique. Donc c'était une évidence. Et est-ce que tu penses que le développeur qui te l'avait proposé, il avait vu ça? Oui. Oui, il l'avait vu. Parce ça. Qu'on en a parlé très ouvertement. Ouais. Et du coup, ce développeur que tu avais rencontré à l'époque, c'est quelqu'un que tu côtoies toujours aujourd'hui? J'ai gardé un contact un peu moins fréquent. Un peu moins, ouais. Oui. Parce que du coup, tu as vachement évolué depuis. Donc, ce serait intéressant d'avoir la conversation maintenant sur le sujet, alors qu'à l'époque, c'était lui qui était, d'ailleurs. Donc, je trouvais ça intéressant d'imaginer cette conversation-là, maintenant que du coup, la spirale dynamique est devenue un peu plus un sujet que justement que tu connais. Mais du coup, voilà, c'était pour un peu clarifier le sujet de la spirale dynamique et on pourra y revenir plus tard. Mais justement, tu me disais que tu étais allé dans un institut de la spirale dynamique, en tout cas de développement personnel, parce que nous, il s'avère qu'on s'est connus justement dans un institut sur le sujet du développement personnel, mais c'était pas le même. Exact. Mais du coup, c'était le même institut ou pas? Oui. Et donc, du coup, effectivement, quand est-ce que tu es allé sur ce deuxième sujet que justement j'aimerais que tu évoques? Du coup, donc ce sujet, c'est l'énéagramme, effectivement, où on s'est connus et où justement, donc moi, ça m'a vraiment transformé, ça m'a permis d'expliquer beaucoup de choses de mon passé et ça m'a permis justement dans mon métier de mieux appréhender les autres et de les aider en fait à changer d'une manière un petit peu plus douce et justement respectueuse de qui ils étaient. Mais toi, du coup, donc tu arrives dans cet institut avec l'idée de la spirale dynamique. Ce que tu me dis, qu'est-ce qui t'a fait aller dans l'énéagramme? Parce que du coup, il n'y a pas de lien direct. Enfin voilà, qu'est-ce qui t'a... Alors, une belle histoire bien écrite ferait dire j'ai été attiré par le développement personnel, je me posais des questions sur moi, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ah, bon. Parce que tu connais donc mon description de la personnalité. Et quand j'ai découvert la première ligne de site web de l'énéagramme, par curiosité, parce que c'était le même institut, je m'étais dit, ok, c'est intéressant, il faut une deuxième chose. J'ai un peu lu le site web et je suis tombé sur des schémas avec des flèches, des choses hyper compliquées, d'apparence en tout cas. Et comme moi j'aime les choses quand elles ont l'air compliquées, ou complexe. T'as commencé avec la spirale dynamique, donc c'était déjà pas mal. Donc j'ai vu plein de schémas avec des flèches et je me suis dit, ça a l'air cool, on va essayer ça. Et après avoir découvert ça, j'ai compris pourquoi j'ai trouvé que c'était cool, parce que ça matchait bien avec ma personnalité. Et j'ai intuitivement compris qu'il y avait quelque chose à faire à cet endroit-là. Que aller plus loin en énéagramme, donc découvrir plus sérieusement que juste lire 3 pages web, même plus sérieusement que juste lire le livre, parce que pour le coup, lire le livre a été très loin de suffire, de juste démarrer un travail en énéagramme. Un stage, c'est incomparable. J'ai senti intuitivement que ça valait le coup d'y aller, parce que il y avait, je ne pouvais pas mettre les mots dessus, mais une forme de mine d'or à libérer. Et en fait, c'est ce que dans l'énéagramme, on va appeler l'ego, ou l'essence de la personnalité. J'y suis allé par l'ego, comme à peu près, je pense, 99,9% des gens, mais avec l'intuition qu'il y avait autre chose que l'ego dans la vie. Et j'ai suivi un premier stage, ça m'a confirmé que ça avait vraiment de la valeur, même si je ne pouvais pas vraiment cerner pourquoi. Et ensuite, j'ai continué, fait tout le cursus et entamé des changements. Et même ensuite, j'ai poussé jusqu'à devenir formateur moi-même. Justement, là, tu vas un peu vite, mais on va reprendre un petit peu ces différentes étapes. D'accord. Est-ce que tu peux reclarifier ce qu'est l'énéagramme? Parce qu'effectivement, nous deux, on se connaît, on est un petit peu à l'intérieur. On a déjà parlé de la spirale dynamique. Donc là, je vais te redemander le même exercice, simplement de redéfinir l'énéagramme de manière assez simple pour qu'on puisse ensuite naviguer ensemble un petit peu sur le sujet. D'accord. Reprenons le même exemple. Si tu étais né il y a 10 000 ans en Amazonie... Je commence à bien me voir là maintenant. Il y a une part de toi que tu peux peut-être intuitivement te dire qu'elle serait similaire. Tu aurais quelque chose un peu de commun. C'est ça que décrit l'énéagramme. C'est le noyau de la personnalité, assez inconscient, même très inconscient, qui est enraciné en nous et qui n'est pas du tout dépendant des comportements. Parce que 100% de nos comportements seraient certainement différents si on était né il y a 10 000 ans complètement ailleurs, mais certaines de nos motivations seraient probablement similaires. Et l'énéagramme décrit l'ensemble de nos motivations inconscientes qui sont le cœur qui forge notre personnalité, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement. Et c'est pour ça que l'énéagramme plus la spirale dynamique, c'est une grille de lecture qui est extrêmement puissante. Mais du coup, tout ce qui tourne un peu autour de la personnalité, c'est-à-dire que
développeur, technique, maths, 1 plus 1 égale 2, etc. Donc du coup, ça veut dire quand même que tu avais une sensibilité dans ce domaine-là pour y aller. C'est-à-dire au-delà de l'agilité, on t'oriente vers la spirale dynamique, etc. Je veux dire, on peut très bien te donner un conseil un jour, tu vas jeter un œil, mais qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dedans? D'accord. Moi, ma base, c'est l'approche scientifique. À la base, Okay. Je fais des études aussi dans de l'astrophysique, à côté des études d'ingénieur. Donc effectivement, aller dans la personnalité, c'est pas forcément le plus logique. Et en plus, aller dans de l'énéagramme, qui est pas simple à décrire, où il y a beaucoup d'empirisme là-dedans, c'est encore plus éloigné de mes habitudes, de ma zone de confort. Ce qui a fait le changement, c'est l'intuition que ça a de la valeur. Au début, je me disais, c'est peut-être imprécis, c'est peut-être pas scientifiquement rigoureux, peut-être que ça l'était, peut-être que ça ne l'était pas, mais mon impression, c'est que ça n'était pas scientifiquement rigoureux a priori, que c'était pas forcément validé, pas validé scientifiquement. Enfin, toutes ces questions-là, je me les suis posées, mais je m'étais dit, même si ce n'est pas totalement validé, il y a suffisamment de matière pour que ça ait de la valeur à le faire. Et autant essayer. Du coup, c'est la curiosité finalement et l'intuition. Il y a une part d'intuition. Ouais. Il y a quand même une intuition. La curiosité n'était pas suffisante, mais il y a une part d'intuition. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire, en fait, il y a, au final, toi qui avais cet esprit très scientifique, c'est l'intangible qui t'a quand même donné cette petite étincelle pour faire le pas. Oui. Et du coup, au-delà du premier pas, oui. Ça veut dire que quand tu fais le premier pas, la question qui va se poser, c'est est-ce que de par l'intuition que tu avais, bah en fait c'est avéré, parce que quand tu fais tout un parcours, et bah tu le sais, et moi aussi je le sais, c'est quand même long. Il y a quand même de l'investissement, hein, c'est quand même du temps, etc. pour quand même rentrer dans le sujet. Mais qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es dit, ok, bah je vais plus loin? C'est parce que après les premiers stages, j'ai vu des effets, donc observables. Le premier effet le plus évident et le plus détonnant, c'est la tolérance de la différence de l'autre, mais à des niveaux dont on ne parle pas au quotidien, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans l'actualité ou la politique. C'est percevoir des comportements différents chez l'autre, des formes d'irritation différentes chez l'autre, des émotions différentes chez l'autre, et ne plus les juger, les évaluer, être gêné par elles ou les ignorer, mais de reconnaître la cohérence de la personne parce qu'elle exprime ces choses-là qui sont différentes de moi. Et du coup, est-ce que tu auras un exemple? C'est-à-dire que là, effectivement, on comprend l'idée, mais est-ce que tu as un exemple soit de quelqu'un, soit de toi-même? Bah, un exemple très bien, je me souviens donc quelques semaines après, dans l'entreprise où j'étais à l'époque, d'une personne qui est d'une toute autre personnalité que moi, qui a l'habitude de rentrer dans un bureau, dans une salle de réunion, en parlant très fort, en faisant du bruit, en s'imposant, en se montrant auprès de tout le monde, et que il est très facile d'interpréter ça comme quelqu'un qui veut prendre le contrôle, avoir le pouvoir, ou quelqu'un qui veut juste ennuyer les autres, tout ça. Alors qu'en fait, après avoir eu cette grille de lecture, je voyais tous les détails qui fait qu'il est juste en train d'exprimer sa personnalité, de par son point de vue, de par son filtre de personnalité à lui, qui est différent du mien. Et uniquement cette perception-là, ça donne un niveau de tolérance sur l'attitude, la posture de l'autre, que je pense je n'aurais jamais eu sans un outil aussi subtil que ça. D'accord, et donc du coup, ça a vraiment changé alors pas vraiment la perception, parce que du coup le geste, le comportement est toujours le même, mais c'est la manière dont tu interprètes la chose, et donc ça a influencé la manière dont tu réponds aussi. C'est presque ça, parce que interpréter, ça reste à peu près mental, mais là il y avait une part de accepter la personne telle qu'elle est, et il y a une part de non mental là-dedans. Et une part intuitive aussi, une part d'émotion aussi, et qui ne sont pas des critères que avant j'aurais utilisés. Et donc j'ai vu ça se débloquer aussi chez moi, et donc forcément dans ma façon de répondre ou d'interagir, il y a eu un changement. Puisque quand on se met à tolérer l'autre, on va moins réagir, mais on va plus agir avec l'autre personne. C'est vrai que en plus le domaine des émotions, c'est quelque chose qui aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, même si ça évolue quand même, c'est de plus en plus accepté, mais c'est vrai que c'est un monde qui est quand même un peu obscur. Oui. Le milieu de l'entreprise est construit sur des principes de les émotions c'est mal, on met de côté, on met que le mental devant, parce que c'est grâce à ça qu'on peut découper des tâches, les réaliser et donc réussir. Ça marche jusqu'à un niveau de complexité moyenne, merci la spirale dynamique d'avoir mis ça en évidence. Mais pour résoudre des problèmes complexes, la non-expression des émotions en entreprise est un scénario d'échec. Et là, pour le coup, la sociologie nous le démontre via encore la spirale dynamique d'une manière très claire et sans ambiguïté.
Il se trouve que le monde est en train d'émerger en intégrant les émotions en entreprise. Ce sont des entreprises qui sont en avance sur leur temps, ou plutôt qui sont dans le présent, et que d'autres seraient peut-être moins en avance, mais parce que elles sont plus prêtes à gérer des problèmes complexes. Parce que dans la complexité, il y a l'être humain qui fait partie de l'entreprise. Et si on dit « je considère que ce qu'il y a à faire, sauf l'être humain parce que c'est trop compliqué et il a des émotions », eh bien en fait, on ne prend pas en compte dans l'entreprise la totalité du système de l'entreprise. Jamais 203. Oui. Donc depuis tout à l'heure, tu utilises un terme qui est le terme complexité. Oui. Et je pense que ça mériterait aussi de peut-être le définir. D'accord. Si tu te sens de le définir. Comme ça, au moins, ça te donne un peu de contexte à ce que tu expliques. Alors, je ne vais pas le définir au sens strict du terme parce que c'est peut-être pas forcément adapté, mais je vais plus l'utiliser avec des images. C'est peut-être plus facile. Voilà. Construire une voiture, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on peut mettre des ingénieurs dans une salle, ils vont concevoir comment on va construire la voiture, ça va prendre des mois, ça va demander de l'argent, mais quand on va la construire, on sait à quoi elle va ressembler. Ça, c'est un problème qui est compliqué, non complexe. Faire une mayonnaise, c'est complexe. C'est pas compliqué. On mélange 3 ingrédients, mais en fait, on n'a quasiment jamais le même résultat. Parce que dans un système complexe, on ne possède pas le pouvoir de pouvoir prédire et de découper en tâches élémentaires le problème afin d'obtenir toujours le même résultat. Les interactions humaines, c'est complexe. Je peux faire toute la théorie que je veux sur la façon d'aborder une discussion avec toi, je serai incapable de prédire en vérité la suite. Et d'autres problèmes complexes qui existent en entreprise, c'est lorsque le temps de découper une tâche et un problème et le temps de l'étudier, l'environnement a déjà changé et donc le problème sur lequel on est en train de réfléchir est obsolète. Ce qui fait que mécaniquement, on ne peut pas arriver à analyser le système et le prédire. Souvent, on utilise l'acronyme VUCA. Volatile, incertain, complexe et ambigu. Un monde dans lequel l'information, les concurrents en entreprise ou notre environnement est volatile, c'est-à-dire que ça dure pas longtemps, complexe, ce que je viens de décrire, ambigu. Il est difficile de définir quelque chose à cause de toutes les interactions qu'il y a dans le système. Et incertain, parce que le monde bouge, le monde est en mouvement, donc il est incertain. Quand on est dans un environnement comme ça, on a besoin d'une approche complexe, donc, pour résoudre nos problèmes. Et dans ce que tu décris comme environnement qui bouge beaucoup, sur lequel finalement il y a une incertitude un peu permanente, oui. En quoi le fait de prendre un peu plus en compte les émotions, donc en entreprise en particulier, mais on pourrait dire la même chose du monde personnel finalement, en quoi ça ferait un changement notable dans la gestion en fait de cet environnement-là? Alors je vais donner 2 réponses. Une première, c'est à partir du moment où on prend en compte l'être humain dans le système de l'entreprise, on utilise toutes les ressources potentielles que l'entreprise pouvait avoir. Alors que quand on ne le prend pas en compte, ou qu'on ne prend en compte que son mental, on n'utilise qu'une partie de nos ressources. Et on sait que des ressources, c'est des choses qui sont plutôt rares en général. Si on prend les ressources énergétiques quelles qu'elles soient, quand on a des ressources, il vaut mieux savoir les utiliser. L'autre réponse que je te ferai, c'est que on a montré que l'intelligence collective permet de résoudre des problèmes que des intelligences individuelles ne peuvent plus résoudre aujourd'hui. Mais une intelligence collective, ça ne se décrète pas. Si on met 10 personnes dans une salle, il n'y aura pas d'intelligence collective. Pour ça, on doit créer au moins, entre autres, de la sécurité psychologique. Mais la sécurité psychologique, ça se décrète pas. Et du coup, jamais 304. Est-ce que sécurité psychologique, tu peux juste nous faire une petite phrase juste pour qu'on soit bien au clair de ce que ça veut dire? Ça signifie que je suis en réunion en entreprise et je me sens suffisamment en sécurité pour pouvoir exprimer des choses qui normalement ne s'expriment pas en entreprise. Par exemple, je ne sais pas, ou je ne suis pas sûr, ou je me suis trompé, ou j'ai peur que si on fait ça, alors il y aura ceci. Sans avoir peur que quelqu'un d'autre nous dise « mais en entreprise, tu n'es pas censé avoir peur. Tu es censé tester et mesurer. » Et donc ça signifie qu'une personne peut s'exprimer sans craindre un retour, un jugement ou une réaction de tradition
dans son contexte, et donc on dit dans ce cas-là qu'on est en sécurité psychologique. Et dans ce cas-là, l'expression des émotions devient une vertu. Parce que, j'en ai donné un exemple juste avant, j'ai peur que, c'est exprimer une émotion. Parce que dans cette nouvelle tendance émergente que la spirale dynamique décrit dans un de ses systèmes, en fait, quand on dit qu'on accepte les émotions et qu'on les exprime, ce n'est pas au détriment de ce qu'on sait faire, c'est en plus d'eux. Autrement dit, c'est une personne qui sait maîtriser son mental, sa logique, sa rationalité, et en plus, l'expression des émotions devient tolérée et ok. Et ce n'est pas à la place d'eux. Et du coup, quand tu parles de l'intelligence collective, ça se décrète pas, etc. Le fait d'exprimer une émotion, est-ce que ça rajouterait pas justement une zone de non-rationalité, mais donc d'incertitude supplémentaire? Et donc, du coup, si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut faire pour justement utiliser toutes ces ressources à bon escient pour justement avancer ensemble? Alors, si on ne les exprime pas, je vais plutôt le prendre dans ce sens-là. Si on ne les exprime pas, cela signifie que on passe potentiellement à côté d'un problème qu'on n'a pas vu. Je donne un exemple, c'est souvent on dit exprimer un doute, c'est un cadeau qu'on fait au groupe. Par exemple, si on est en train de travailler sur un problème d'entreprise qui est complexe, qu'on n'a pas encore de solution hyper claire, etc., je peux très bien arriver en disant là, je le sens pas. Mais si on est dans un contexte de sécurité psychologique et qu'on est en train de faire jouer de l'intelligence collective, les autres personnes dans la pièce vont m'aider à transformer ce « je le sens pas » en « qu'est-ce qui se cache derrière ?» jusqu'à tomber aussi sur des éléments rationnels. Et peut-être que c'était juste une peur de ma part, mais peut-être que, sans le savoir consciemment, j'étais sur un problème que les autres n'ont pas vu. Et que moi-même je n'ai pas vu puisque je ne sais pas su l'exprimer, mais une part de moi, émotionnelle, l'a peut-être senti. Un autre exemple, si on me met trop la pression au cours de toute la journée en entreprise, je vais être potentiellement de plus en plus stressé. Dans un contexte où je ne peux pas l'exprimer, je vais le garder pour moi, je vais l'entasser. Donc mécaniquement, ma motivation va diminuer, probablement, et aussi l'efficacité de ce que je fais au quotidien va diminuer. Ce qui va rajouter de la pression, et ce qui va rajouter du stress, et ce qui va amplifier le phénomène dans une boucle de feedback négative, on va dire. Amplificatrice. Effectivement, j'aime beaucoup tes deux exemples parce que du coup, ils mettent vraiment en exergue deux aspects qu'on voit beaucoup en entreprise et deux aspects que je trouve intéressants indépendamment. C'est-à-dire que si je reprends le premier, de ce que je comprends, et dis-moi si ma compréhension est un peu erronée, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que l'expression de l'émotion, c'est une manière de mettre en exergue quelque chose d'intangible. Oui. Parce que si on pouvait tout prévoir, tout serait visible, analysable et donc prédictible, utilisation du mental et de l'intellectuel. Mais si j'arrive avec une émotion qui est je doute, ou justement j'ai peur de ce truc-là, ou je crains qu'il y a ce truc-là qui se passe mal, etc., j'exprime quelque chose que je n'ai pas réussi à rationaliser et à rendre tangible, mais le groupe potentiellement va essayer de rendre tangible cette chose-là. Donc c'est bien une information supplémentaire que je donne au groupe que je ne peux pas solliciter si on reste simplement en fait sur une conversation qui est intellectuelle. C'est exactement ça. Oui. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que je l'avais jamais vraiment vu sous cet angle-là, mais je trouve qu'effectivement l'émotion finalement est une information supplémentaire pour un travail collectif, surtout dans le monde de la complexité où on ne peut pas tout maîtriser. Il y a tellement de variables, on vient tous d'un monde différent et on a tous un angle différent sur le problème. Et donc amener ça comme étant une information supplémentaire peut dire qu'on a une information intellectuelle et une information émotionnelle que l'on mène. Et quand on combine les deux, ça donne une diversité qui nous donne de nouvelles solutions qu'on n'aurait pas pu imaginer. Ça, je trouve top en termes de premier exemple. Et le deuxième exemple, en tout cas de ce que je comprends, c'est finalement on a une sorte de réservoir émotionnel. Et donc ce réservoir émotionnel, si on bâtit un réservoir de tension et de pression et qu'on n'a jamais l'occasion de le détendre, et à un moment donné, en fait, un peu comme un volcan qu'on boucherait, exact. Ça pète et c'est là où probablement on peut arriver avec des burn-out, des choses comme ça. Donc si on n'arrive pas à les exprimer en entreprise, potentiellement on va les exprimer chez nous. Si on a des gens, et c'est d'autres gens qui vont prendre, malheureusement pour eux. Mais effectivement, le fait d'avoir cette capacité à exprimer les émotions dans un contexte professionnel, c'est une manière de maintenir une sorte de sanité émotionnelle des gens. Oui. Et une autre façon de le dire, c'est que aussi ça casse les jeux psychologiques que l'on a au quotidien. Ou par exemple,
Supposons que toi et moi, là, on soit en entreprise et qu'on soit tous les deux dans un jeu, voilà. Je le vois très bien. Voilà. Je t'aime pas, tu m'aimes pas, et c'est ça. voilà. Et on se le dit pas, mais on le sait. Voilà, on se dit pas, on le sait. Donc tu dis quelque chose, moi je le prends sur moi et tout, je te réponds. Et toi, tu vas dire, ah, il m'a répondu, je savais qu'il était comme ça et tout, et voilà. Je l'ai toujours su. Et donc ça s'amplifie. Et c'est une façon de casser ces jeux-là aussi. Et de revenir sur une relation qui est saine. Et parfois, ça donne des résultats assez inattendus. Où on peut se dire, avec un tel, ça va être difficile. Mais en fait, dès qu'il y en a un des deux qui fait l'effort d'ouvrir la porte à une sécurité psychologique, ça peut changer complètement la relation de la réunion qui est sur le point de se produire. C'est intéressant d'ailleurs ce que tu évoques parce que souvent, en tout cas dans les situations que j'ai pu rencontrer, il y a une personne un manager par exemple, qui se dit tel collaborateur, il est pas bien, ou peu importe les défauts qu'on peut trouver aux gens. Il y a toujours cette volonté de vouloir changer les gens au départ, parce que le problème vient jamais de nous. D'accord? Mais donc on veut essayer de changer les gens. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est que au final, on est en train de changer la relation en changeant le regard qu'on a aussi sur l'autre. En exprimant en fait notre émotion, on agit sur la seule chose sur laquelle on peut agir dans une interaction, c'est-à-dire nous. En faisant ça, on est en train de changer le type de relation que l'on a avec l'autre, en s'ouvrant, se rendant un peu plus vulnérable. Et du coup, on espère, parce qu'encore une fois, la réponse, elle est complexe, donc on ne sait pas avant comment la personne va se positionner par rapport à ça, mais on se donne le maximum de chance pour que les choses évoluent. La difficulté, et ce que tu évoquais au tout départ au niveau de l'ego, c'est comment est-ce que moi j'accepte de me rendre vulnérable. Est-ce que tu aurais un petit truc sur ça, pour faire un petit peu ce pas dans cette direction? Oui. Donc tu viens de réutiliser le mot ego. Je voudrais juste désamorcer quelque chose que nos auditeurs pourraient interpréter. 5e définition. Voilà. L'ego, ça veut pas dire je pense qu'à moi, je suis égoïste. L'ego, c'est tout ce que l'on fait de manière automatique sans s'en rendre compte. Donc par exemple, la gentillesse, ça peut être de l'ego. Et c'est important de voir ça sous l'angle de l'automatisme, parce qu'au final, il n'y a pas de notion de est-ce que c'est bien ou pas bien au départ. C'est un automatisme. La question qui va se poser après, qui est individuelle, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est limitant pour moi ou pas? Exact. Et donc dans l'exemple que tu disais juste avant, si je fais un pas de vulnérabilité, par exemple, vers l'autre, je peux me sentir démuni, mais cette sensation, c'est un automatisme. Donc travailler sur l'ego, c'est aussi travailler sur de la résilience. C'est travailler sur la résilience de pouvoir construire une autre forme de soi qui est plus alignée, qui est plus juste, qui est aussi plus forte aussi d'une certaine manière, parce que elle saura, cette part de soi va savoir accueillir la part qui se sent en danger ou vulnérable. La vulnérabilité ne disparaît pas, mais elle est accueillie par une part de soi qui est plus grande et qui est plus forte. Et c'est ça qui est possible de développer en travaillant sur l'ego. Et à ma connaissance, j'ai exploré beaucoup de modèles de la personnalité. Tous ces modèles ont toutes leurs vertus, ils adressent tous certains niveaux. La force de l'énéagramme, c'est d'adresser l'ego directement. Donc c'est ce modèle-là que moi j'utilise pour ce niveau-là de travail. Donc si je m'ouvre à l'autre au cours d'une réunion, j'ai une part de résilience que j'ai déjà un peu travaillée et que je sais que j'ai là à disposition. Maintenant, supposons que l'autre ne prend pas cette porte et qu'il me réagit en me criant dessus parce que voilà, il est dans sa réaction. Si je reste dans mon ego, je vais le prendre pour moi. Éventuellement, je pourrais ressentir de la faiblesse, peut-être de la honte, peut-être de l'injustice, etc. Si j'ai travaillé autre chose à côté, si j'ai travaillé sur l'ego, je vais peut-être ressentir cette injustice, cette honte, tout ceci, mais ça ne va pas me prendre émotionnellement comme si c'était moi. S'il y a une part de moi qui est un peu au-dessus de ça et qui accueille cette émotion en sachant qu'elle va passer. Et c'est une différence, c'est très difficile de mettre des mots dessus, ce sont vraiment des vécus à faire dans le développement personnel, mais quand on a vécu ça au moins une fois, ensuite on a des références intérieures et ça permet d'accélérer ce travail-là. C'est marrant parce que quand tu décrivais la vulnérabilité et justement cette acceptation finalement une partie de soi qu'on laisse pas s'exprimer, j'ai eu cette impression, et n'hésite pas à me dire, c'est un peu une découverte en même temps en réfléchissant avec toi. En fait, la vulnérabilité, on se dit souvent, c'est, tu vois, j'ouvre la porte à me faire tirer dessus, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais baisser le bouclier, etc. Et c'est plus vis-à-vis de l'autre. Mais dans ta description de la chose, j'ai l'impression que la vulnérabilité, au départ, c'est une acceptation d'une partie de soi qu'on n'a pas réussi à mettre en avant. C'est-à-dire que par exemple, finalement, j'ai une certaine fragilité que je n'ai jamais montrée.
ou les émotions que j'ai, en fait j'en ai. Et donc je suis en train de te les montrer. Donc le fait d'accepter cette autre part de nous-mêmes peut nous permettre donc de montrer notre humanité à l'autre, c'est déjà un premier aspect, mais justement de réussir à mieux gérer une réaction tant positive que négative. Oui. Parce que du coup, ça fait partie de nous et effectivement l'émotion va traverser non pas simplement la carapace que j'ai construite et qui est censée réagir peut-être de manière défensive, mais elle va traverser en fait l'autre part qui est une acceptation globale de qui je suis finalement. Oui, c'est ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comment on perçoit la vulnérabilité. Si on est dans notre ego, on va évaluer la vulnérabilité comme quelque chose de mal qu'il faut éviter, qu'il faut pas montrer. Par défaut, l'ego va réagir comme ça sur la vulnérabilité. Si on se positionne depuis une version plus essentielle de ce qu'on est, donc qu'on exprime plus des qualités essentielles, ou alors qu'on est dans notre essence, on peut utiliser ça comme définition. La vulnérabilité, c'est une part, comme tu dis, d'acceptation de soi, mais elle ne va pas être jugée mauvaise. Parce que la part de l'essence en nous va juste accueillir cette vulnérabilité, et en vérité, à chaque fois qu'on vit une émotion quelle qu'elle soit désagréable ou pas, elle finit par passer et ça ne nous tue pas. Par contre, si on y résiste et si on la nie, si on la refuse, elle va pouvoir tourner et nous torturer pendant des jours, des mois, des semaines, des années. Mais en vérité, ça ne nous tue pas. Toutes les émotions qu'on vit au quotidien, aussi désagréables qu'elles puissent être, mais juste après, on est toujours la même personne entière. Et c'est une illusion de l'ego de repousser des émotions jugées négatives ou désagréables parce que ensuite, je vais être X ou Y. Alors que le jeu, en fait, il n'est pas touché. Et du coup, si ça ne nous tue pas, ça nous rend plus fort. Ça nous rend plus fort dans un sens noble du terme. Et quelque part, c'est ça le développement personnel, c'est de développer ce genre de prise de conscience et donc de développement de la résilience. Et de cette capacité, du coup, à interagir avec les autres de manière plus saine et plus simple, finalement, en acceptant le vrai soi pour interagir avec les autres. On pourrait le dire différemment, l'ego croit que la vulnérabilité rend faible, l'essence sait que la vulnérabilité rend fort. Du coup, l'essence, maintenant qu'on a défini l'ego, autant essayer de définir l'essence. Donc essence, c'est à prendre au sens de l'essence des choses, comme les huiles essentielles, c'est l'essence d'une plante. C'est ce qu'il y a en l'être humain une fois qu'on a mis de côté tous les automatismes, donc l'ego. Par exemple, l'essence, on peut la décrire par des qualités essentielles. La bienveillance, le courage, l'équanimité, l'amour de soi. C'est quelque chose qui est très important. Alors je pense que tout le monde va aller chercher équanimité dans le dictionnaire. Je laisse les gens aller rechercher cette définition. Mais aussi le non-attachement, l'altérité, savoir être conscient de l'impact qu'on a sur les autres. L'humilité, la patience, la sérénité, et on peut en citer des dizaines. Plein de belles valeurs en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est en train de vivre une qualité essentielle, c'est quelque chose qui ne nous fatigue pas, qui ne nous épuise pas. Si on pouvait rester dans notre essence en continu, en fait, ces qualités ne nous épuisent pas. Si on est épuisé par une émotion, un ressenti ou quelque chose, c'est que c'est l'ego qui est en train de travailler. Et ça, c'est aussi une observation qu'on peut apprendre à faire. Donc le développement personnel, finalement, c'est beaucoup aussi d'observation de soi. Et c'est quelque chose qui change les habitudes. Plutôt que de simplement vivre au gré de ce qui se passe autour de nous et d'y réagir, c'est comment est-ce que j'observe la manière dont je reçois les signaux de l'extérieur et comment est-ce que je réagis en conséquence. Et ce qui est drôle, c'est que le développement personnel est difficile à scientifiser. C'est difficile à mettre sous une forme d'équation et à décrire psychologiquement pour dire on est sûr que c'est vrai ou on a des doutes. Mais il se fait par de l'observation objective de soi. Donc pour soi-même, on est capable de le prouver, mais on ne sait pas le prouver à l'extérieur. C'est intéressant parce que au final, il y a donc l'énéagramme en fait partie et je pense que ce qui lui fait mal, c'est qu'il y a un symbole qui vient derrière. Donc il y a plein de choses derrière qui lui amènent un petit peu un ton un peu, tu vois, magique, sacré, ésotérique, etc. Mais de ce que tu dis, c'est que en fait, c'est très dur à prouver de manière générale, au sens scientifique du terme. Ça veut dire que parce que quand tu tapes sur Wikipédia, énéagramme, voire même d'autres modèles, ils vont te mettre un gros encart rouge sur attention, dérives sectaires, blablabla, etc. Et je pense que le message que tu envoies est super important, c'est que
ça ne reste que des outils, des guides, des cartographies en fait qui nous permettent de regarder le monde sous un certain angle. Tant qu'on les prend pas pour argent comptant et comme vérité, qui vont guider en fait notre comportement, nos décisions, sans avoir ce recul et cette réflexion et cette observation de soi, en fait, ça peut pas faire de mal. Exact. Ce qui fait du mal, ce sont les dérives, en fait. L'énéagramme est un outil, comme, je sais pas, une balle de tennis, par Comme exemple. l'agilité. Comme l'agilité. Donc, quelqu'un qui l'utilise vertueusement, il va en faire des choses bien. Mais quelqu'un qui l'utilise comme un tueur, il va en faire des choses mal. C'est ce qu'on appelle les dérives sectaires. Et derrière l'ésotérisme, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'ésotérisme fait peur à cause des dérives qu'il y a eu autour de ça. Mais de nombreuses pratiques ésotériques sont faites en pleine conscience et en utilisant un maximum de raisons que l'on peut avoir dans le cadre ésotérique et ne font pas de dégâts. Et il y a aussi une dérive qui fait que du moment que c'est ésotérique, alors c'est forcément dangereux. Non, ce n'est pas le cas. Il faut se méfier des individus qui peuvent être dangereux, qui ont des projets ou des fins néfastes pour les autres, mais pas des outils en eux-mêmes. Merci en tout cas pour cet éclairage-là. Hein. Je voulais continuer un peu sur ton parcours, hein, du coup, parce qu'effectivement, je pense que le sujet, on pourrait en discuter pendant des heures. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est toi dans tout ça. C'est-à-dire que, donc, on reprend développeur, agilité, spirale dynamique, énéagramme, et puis ensuite la combinaison des deux, parce que plus il y a de fous, moins il y a de riz, on dit chez moi. Mais en tout cas, effectivement, il y a du plaisir qui vient avec, et tu découvres des choses, même s'il y a une dimension à la fois intuitive et une curiosité qui se nourrit au fur et à mesure, donc tu avances dans le trajet. Mais du coup, tu étais formé, et ensuite tu décides de devenir formateur. Je trouve que là, il y a encore une étape qui se dépasse. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, maintenant j'ai appris quelque chose, je pourrais très bien en rester là. Qu'est-ce qui fait que je veux le partager maintenant? C'est quoi qui a fait ce pas-là? Alors si je l'interprète, ça va être un mélange d'ego et d'essence. Ce qui peut y avoir de plus simple à vouloir atteindre en développement personnel. En termes d'essence, ça a été, j'ai acquis quelque chose que j'estime être avoir beaucoup de valeur, qu'on m'a transmis, et donc j'aimerais que d'autres puissent en bénéficier, sans que ce soit une vérité absolue, sans que ce soit le modèle unique et qui va résoudre tous les problèmes de tout le monde. C'est faux, ce n'est pas le cas. Il n'existe aucun outil qui fait tout. On le saurait. Donc il faut se méfier de ceux qui disent mon outil fait tout, au passage. Effectivement, ouais. Et de pouvoir contribuer à faire du bien à des gens qui se posent de ces questions-là. Et la partie égo, ça a été, et si cette information-là se perdait? C'est une ressource qui pourrait disparaître, et donc par peur, il faut pouvoir l'exposer aussi. Et donc là, en ce qui me concerne, le mélange égo-essence a donné j'ai peur que quelque chose disparaisse, mais donc je vais en faire bénéficier d'autres. Si c'était que l'ego, ça aurait pu être j'ai peur que quelque chose disparaisse, alors je vais le marteler à tout le monde jusqu'à ce qu'ils en aient une overdose. Et du coup, ce positionnement-là de formateur, c'est quelque chose avec lequel tu étais à l'aise? Non. Transmettre, être avec des gens, parce que du coup, il faut être avec des gens, transmettre, etc. Est-ce que, voilà. Alors, puisque tu me connais, tu sais que de mon profil énéagramme, c'est justement ce qu'il y a de plus difficile. Sans le travail avec l'énéagramme, je n'aurais pas pu être formateur. C'est impossible. Et qu'est-ce qui, justement, t'a aidé? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément à l'aise avec les gens, donc même s'ils ont envie de transmettre et qu'ils ont des choses à transmettre, l'énéagramme t'a apporté quoi dans cette direction-là? Alors, ce que ça m'a apporté, c'est donc il y a une expression toute faite dans le développement personnel qui s'appelle transformation du soi. Donc c'est exactement ça. Alors c'est pas binaire, ce n'est pas je suis non transformé puis transformé, c'est un parcours. Mais dans ce changement, cette transformation, il y a le développement et l'ancrage de certaines qualités essentielles. Chez moi, ce que ça a apporté, ça a été entre autres de l'assertivité, de l'acceptation que je peux retransmettre des choses sans que je les perde. Dit comme ça peut paraître évident, mais dans mon profil de personnalité, c'est une révolution. Ça va créer de la curiosité, c'est très bien. Et aussi la capacité de pouvoir me dire, le simple fait de le savoir, ça ne peut plus être suffisant. Je peux faire bénéficier d'autres personnes de ce que je sais. Et ça aussi, dans mon profil de personnalité, c'est pas naturel. Donc quand même un gros parcours aussi, et ce qui t'a permis, au-delà de l'envie de multiplier et démultiplier les sources de connaissances, il y a quand même eu un gros travail nécessaire en fait au départ
de changement un petit peu interne pour ensuite pouvoir développer ce que tu voulais développer par la suite. Exact. Et même, je pourrais dire que la formation, donner de la formation, pour moi, de par mon profil de personnalité, c'est en soi du développement personnel. À ne pas généraliser, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Pour d'autres, ce sera d'autres choses du quotidien qui seront du développement personnel, mais pas ceci. Mais dans mon cas, il se trouve que ça agit comme du développement. Bah super. Est-ce que dans tout ce trajet qu'on a fait ensemble un petit peu sur effectivement ton parcours, il y a un sujet particulier que tu te dis, bah tiens, ça serait intéressant de le partager aussi? Oui. Depuis tout à l'heure, on parle de... J'essaie de me mettre à la place d'un auditeur qui écoute ce podcast et je pourrais me dire « Ah oui, ça a l'air bien, ça a l'air génial, ça a l'air cool, je vais le faire, tout ça. » Donc je vais plutôt parler de quelque chose de peut-être plus désagréable. Ok. Et c'est important. Hein. Oui, c'est important parce que le développement personnel, c'est faire face à la réalité et au présent, à ce qui se passe ici et maintenant, mais aux choses. Le développement personnel, c'est lent et c'est dur. Fuyez toute personne qui vous dira « Mais non, mais c'est facile, tu vas voir en 3 séances, tu vas être transformé, ça aura plus rien à voir. » Non. C'est long, c'est difficile. L'ego, on ne le travaille pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut accepter que, après quelques séances, il y a des tout petits résultats, mais que les vrais résultats dont on parle et dont on peut imaginer, ça se compte en mois, voire en années, et sur toute la vie. C'est une chose importante que tu précises parce que on peut avoir l'impression que un changement, c'est quelque chose qui se fait, tu vois, j'ai un état A, je veux un état B, et boum, je fais un cliquet. Et il y a beaucoup de transformations qui sont comme ça. Et c'est vrai que moi, j'œuvre beaucoup pour justement comprendre que le changement, c'est pas un changement d'un état A à un état B, c'est pas ça en fait un changement, c'est un processus. Donc c'est quelque chose qui se fait effectivement dans la durée, et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, parce que c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Depuis qu'on est enfant, on n'a fait que changer finalement. On peut utiliser le terme évoluer, c'est un peu la même, on va dire, essence du message. Mais c'est vrai que les coachs, etc., qu'on peut entendre, qui ont galvaudé d'une manière générale un peu le terme, le fait d'avoir une promesse de dire tu vas être transformé ou je vais te transformer en une ou deux séances, en fait, en faisant ça, on n'a rien transformé du tout. On a juste donné peut-être un autre comportement, un autre outil à une personne, mais est-ce qu'elle va l'intégrer? Est-ce que ça fait partie d'elle maintenant en termes de développement de soi? Probablement pas. Ce qui fait qu'en termes de résultats, si on veut avoir des résultats, finalement, mieux vaut profiter du chemin et de découvrir au fur et à mesure ce que ça a comme impact chez nous. Et même les résultats, et c'est ça qui est important dans ce que tu dis, que je trouve intéressant à relever, qui est à la fois les éléments qui sont moins agréables et à la fois les éléments qui sont agréables sont source d'information et de développement. Exact. Le développement personnel, ce n'est pas la pensée positive. Parce que la pensée positive, ça veut dire je nie une partie de la réalité. C'est accepter. Et accepter, c'est pas une fatalité. C'est objectiver ce qui est ici et maintenant. Ce qui inclut les émotions et les intuitions. Et pas que les observations au sens commun du terme. Et donc, le fait que ce soit long et difficile, ok, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est punitif, parce qu'il y a des petits résultats qui arrivent très rapidement, mais ça veut dire que c'est un parcours, c'est un chemin. Je le comparerai aussi, si je peux faire une analogie, avec un entraînement sportif. Une personne qui s'entraîne à courir, plus elle s'entraîne, plus, je caricature un peu, plus elle pourra un jour courir un marathon, par exemple. Parce qu'elle a plus de chance. Voilà, peut-être plus de chance. Mais si un jour elle s'arrête de courir, en fait, elle va devoir refaire un effort plus élevé après. Et le développement personnel, c'est la même chose, c'est de l'hygiène, non pas du corps au sens savon et eau, non pas au sens nourriture. Quoique, à certains endroits, ça peut être le cas. Ça peut être le cas aussi, ouais. Mais dans l'analogie, c'est une hygiène de la conscience, on pourrait dire. Que quelque chose qu'on travaille en continu, et qu'on ne doit jamais arrêter en disant ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. C'est vrai que le terme que moi j'ai tendance à employer, c'est que c'est un peu comme un muscle. Oui, donc, voilà. Du coup, c'est la même idée. C'est vraiment, c'est quelque chose que tu dois entraîner de manière régulière, parce que sinon, du coup, ça va être dur de continuer dans la durée et puis de perdurer, de pouvoir garder tout ce que tu as acquis avec. Par contre, ce qui est intéressant en termes de muscles, donc de compétences, dans le développement personnel, je le vois un peu comme une compétence aussi au final. Oui, pourquoi pas, oui. C'est un petit peu comme moi quand j'ai appris à faire de la guitare. Ça a été très très dur au début, j'en ai eu le sang aux mains, etc. En fait, je pense que quand on fait des choses à l'extrême, comme ce que j'ai fait, moi j'avais dû apprendre à faire la guitare en un mois, un truc comme ça, parce que j'avais un concert genre un mois après, enfin une histoire comme ça, ça fait très très mal.
ça m'a fait saigner, etc. Et je pense que c'est aussi ça quand tu démarres une activité, donc ça peut être le développement personnel, mais la course, c'est pareil, ça fait très très mal au début. Ce qui fait que, du coup, on peut avoir envie d'abandonner. Parce que c'est un changement, en fait, c'est quelque chose qu'on veut développer. Ensuite, quand on commence à dépasser ce cap-là, ça me fait toujours rigoler le terme cap-là, mais donc, pardon. Et quand on réussit à dépasser le cap de la douleur initiale, on réussit à commencer à prendre un peu de plaisir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce changement-là, ce changement d'habitude, souvent on arrive à un cap en dessous duquel on ne redescendra pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, si ce muscle, on le travaille pendant un certain temps, il y a quand même des choses qu'on va avoir acquis qui vont rester. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, quand je rejoue de la guitare, la flexibilité des doigts, la partie adresse des doigts, elle n'y est pas. Bon, elle n'a jamais vraiment été là, mais en tout cas, elle l'est encore moins. Par contre, les bases, elles sont là. Et je trouve que c'est intéressant, à minima, d'avoir ces petits... quand on est dans une démarche un peu de changement de ce genre-là, c'est d'avoir ce plateau à identifier. Se dire, OK, il faut au moins que j'arrive là. Parce que du coup, je pourrais pas vraiment redescendre en dessous. Je sais pas si tu l'as ressenti, ça. Ouais. Je l'ai ressenti et je l'ai en plus croisé en conférence. Puisque justement, dans ce milieu-là, on décrit des divers plateaux où régulièrement, faisant du développement personnel, à un moment donné, on va être face à un mur. Comme si on se dit, là, je peux pas aller plus loin. C'est là qu'il y a besoin d'une aide extérieure pour franchir un palier. Et une fois qu'un palier est franchi, on continue à travailler jusqu'au palier suivant. Et effectivement, il y a des paliers qui ressemblent pour moi comme des acquis. Si on arrête du jour au lendemain de faire ça, les vertus qu'on a acquises disparaissent, mais si on les réactive, on sait retrouver ses ressources assez rapidement. Et effectivement, on décrit divers paliers. On est en train de parler de développement personnel beaucoup plus avancé, après pas mal de travail, mais on identifie des paliers. Des paliers, d'accord. En tout cas, on va pas aller plus loin trop dans cette direction, sinon on est reparti pour encore tout un chemin. En tout cas, merci pour tout ce trajet, Patrick. Merci à toi. On n'a pas vraiment fini, parce que j'ai une petite dernière partie qui me tient à cœur. D'accord. Donc, comme tu le sais, tu l'as vu, j'ai quelques petites cartes qui sont sur la table. Oui. Qui sont un ensemble de questions qui vont un peu plus parler de toi. D'accord. Et donc, je vais te proposer d'en tirer quelques-unes. Voilà, c'est un petit peu cette petite phase de fin qui est encore plus improvisée. Et donc, du coup, je te laisse la main. Je suis témoin que tu viens de les mélanger. Oui, tout à fait. Donc tu ne sais pas quelle est la première. Je ne sais pas quelle est la première. J'ai juste fait une sélection pour toi. Mais voilà, je vais te laisser en sélectionner une ou deux. Déjà, une par une. Quand tu l'as, donc, je te propose de la lire. Et puis ensuite... Ok. Tu as 102 ans. Tu regardes ton passé et tu te dis que tu es vraiment fier d'avoir réalisé... Point de suspension. Je me dis que je suis fier d'avoir eu un moment où j'ai démarré, il se trouve que c'est le début du développement personnel, où j'ai volontairement arrêté de faire des dégâts dans mon interaction avec les autres personnes. Involontairement, bien sûr, faire des dégâts, parce que, sauf erreur de ma part, je suis pas une personne malveillante, je ne crois pas, mais dans nos égos, on fait des dégâts aux autres quand on est dans la réaction, et je me dis, donc, tu as 102 ans, tu regardes ton passé, et tu te dis que tu es vraiment fier d'avoir arrêté de volontairement faire des dégâts chez les autres, et de créer des interactions vertueuses. Au mieux que j'aurais pu, en tout cas. Super. Donc ça, c'était la première. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est d'en tirer deux. D'accord. Et tu auras le droit de choisir laquelle. Quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petit? Deuxième carte. Tu viens d'apprendre que tu allais mourir dans 1 an. Changerais-tu quelque chose dans ta vie et pourquoi? Bon, au vu du thème, la deuxième est peut-être plus intéressante. je voulais pas le dire, mais en tout cas, tu as le choix, donc effectivement. Oui. Alors, très intéressant. Là, je sens que la partie de l'ego en moi a vraiment envie de répondre à la première question, qui est facile, confortable, etc. Mais je sens qu'il y a plus de valeur dans la deuxième. Allez, je choisis la deuxième. Et on te remercie. Et c'est un peu ça le message que je disais tout à l'heure, c'est que l'ego ne disparaît pas. Il reste là, mais il n'est plus aux commandes, il n'est plus au contrôle, il y a quelque chose d'autre avec. Donc je décide volontairement de choisir la deuxième, et ça fait pas mal. Ça, c'est le principal. En tout cas, t'as le sourire, c'est le principal. Oui. Donc je le relis. Tu viens d'apprendre que tu allais mourir dans 1 an. Changerais-tu quelque chose dans ta vie et pourquoi? Alors c'est difficile de dire oui, parce que si je changeais quelque chose dans ma vie, je changerais la chaîne de tous les événements qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, cette chaîne d'événements, elle m'a amené à découvrir tous ceux dont on parle,
de faire un travail qui me plaît en entreprise, d'avoir découvert plein de gens que j'apprécie beaucoup, dont toi. Merci. Et changerais-tu quelque chose dans ta vie? J'ai envie de répondre non, à cause de ça. C'est intéressant parce que c'est tout le cœur de l'effet papillon. Oui. Tu changes un événement et effectivement, je trouve que cette question, quand je l'avais sélectionnée, j'étais curieux de savoir ce que tu allais dire parce qu'effectivement, moi, quand je me l'étais posée, je m'étais dit, effectivement, il y a plein de belles choses qui sont arrivées dans ma vie. Soit c'est un élément, tu vois, qui a été très très dur. Est-ce que je voudrais pas l'enlever de ma vie? En fait, si je l'avais pas vécu, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et donc, c'est une question qui est un peu difficile, je trouve. Et donc, merci d'avoir eu le courage d'y répondre. Donc, pour la troisième question, c'est une proposition, encore une fois. Bien sûr. C'est que c'est moi qui vais la choisir. Allez, vas-y. Dans le paquet qui reste. Vas-y. Si ça te va. Mais, ce qu'on va faire, c'est que tu vas en tirer 3. Il reste plus beaucoup. C'est juste pour me donner le choix. Ah, c'est toi qui vas choisir parmi les 3. Ça. Voilà. Hop. Alors, je les récupère. En vrai, il y en a 2 que j'aimerais te poser. En fait, les 3, j'ai envie de te les poser. Oh là là, c'est dur. Casse tes propres règles et pose les 2. Mais j'en ai 3 là, j'en ai 3. Ok, je vais t'en poser 2, d'accord, sur les 3, parce qu'on est entre nous. Je t'accorde cet écart. Ok, super. Je vais commencer par la première, qui est un peu plus légère. À choisir, est-ce que tu préférerais éternuer dès que tu t'énerves ou bâiller à chaque fois que t'es content? Et pourquoi? Ou bâiller à chaque fois que je suis content. C'est étrange comme question. Je suis sûr que ça masque des bons leviers. Je les vois pas forcément bien clairement. Le premier ressemble à de l'évitement de conflit. C'est tentant. Et le deuxième, bâiller à chaque fois que je suis quand content. Ok. La deuxième est difficile à cerner. Est-ce que ça peut être pour limiter le... Je sais pas, c'est difficile à choisir. Allez, cette fois, je vais choisir un peu le confort. Le premier. Le premier? Oui. Éternuer, c'est ça? Éternuer quand je m'énerve? Oui, c'est ça. C'est ça? Quand tu éternues pas trop souvent, non? Oh, si, au printemps, oui. Ah, donc, ouais. Pas content, hein. C'est pas content énervé, au printemps. Bon, merci bien. Ok. Si tu pouvais te retrouver devant le toi de tes 15 ans, quel conseil te donnerais-tu? Bel effet papillon. Parce que quel que soit le conseil, je vais changer plein de choses. Hein. Effectivement. Même si je dis ne change rien, ça pourra avoir plein d'impact. Mais allez, je vais jouer le jeu. Parce que j'ai parlé avec l'effet papillon donc tout à l'heure, donc on va essayer de mettre autre chose là. Quel conseil je me donnerais à 15 ans? Je dirais... Je vois 1 ou 2 conseils, mais dont je sais que je ne m'écouterai pas de l'autre côté. Alors ça, de toute façon, on n'en sait rien, mais pas. Si tu devais dire un truc... Allez, disons. Je me donnerais comme conseil, essaye de sortir plus avec des personnes, plutôt que de rester chez toi. C'est pas si dangereux que ça. Super, espérons que ton toi d'un autre univers à 15 ans entende ce conseil. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. On va s'arrêter là. Si on veut te retrouver, te contacter, comment est-ce qu'on fait? Alors pour me retrouver, je suis présent sur plusieurs réseaux sociaux, sur par exemple LinkedIn, avec mon nom, Patrick Manoukian. J'ai le site de formation que j'anime en Enneagramme qui s'appelle Active Conscience, donc activ-conscience.fr. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup Patrick, c'était très sympa. Merci à toi Olivier. Et puis, à la prochaine. Et merci pour cette belle interview. C'était cool. Merci, salut. Salut.